Prenez votre. Même le bébé. Oui, oui. Oui. C'est. Voilà. D'ailleurs, je l'ai vu au CRES la semaine dernière. Il m'a dit, ouais. Il m'a téléphoné, il m'a dit, c'est pour ta moi, bien sûr. Il m'a dit, tiens, bonjour, je ne peux pas venir. Bonjour. C'est rigolo parce que ça faisait des années qu'on l'avait pas vu, Patrick. Elle n'a jamais goûté. Voilà. Et du coup, ça a permis de prendre des nouvelles. Parce que la dernière fois que je l'avais vu, comme je disais, c'était quand il se débattait avec ses histoires de retraite, là où il s'était fait un peu avoir. Enfin, avoir. Enfin, disons qu'il lui avait donné une fausse bonne nouvelle, quoi. Oui, c'est ça, c'était une fausse bonne nouvelle. C'est moi qui lui ai donné le nom de la compagnie quand on va. Il fallait un maître souffleur là, hein. Il ne faut pas trop à la fin. Je rentre dans vos appartements, hein. Non, non, pas dans les appartements. C'est bon, je pose la question. Juste là, j'ai besoin d'un peu plus de... Faut pas être comme un refroidissement quand même. Ouais.
Je veux bien que tu la mettes dans mes couches, si ça te dérange pas. On se casse. Là, là. De la garde si j'échoue. Voilà. Ça n'a pas l'air stable. Regardez-moi là. Ça m'a pas l'air stable. Bah si. C'est ta deuxième, hein? Trophée yes. Yes! J'ai pas triché! Environ de la taille d'une pièce. De l'époque. Eh oui. Voilà. Donc là, j'ai coupé les angles. Donc vous l'arrondissez là en fait. Hein. C'est un pseudo rond. D'accord. Une première approche. On le garde pour la refonte. Ça, c'est pas plus mal. Voilà, ça prend forme. Voilà. Donc là, tu travailles à l'étain. Voilà, D'accord. ça c'est des plaques d'étain. C'est souple, ça prend bien la forme. Et oui. Tranquille, pas comme ça en talon. Ensuite, j'ai récupéré ça pour l'aplanir. Parce que là, l'épaisseur, elle est encore épaisse. D'accord, elle est encore épaisse. Sinon, un chapeau de paille comme une paysanne. Mais bon. Une fois qu'elle est assez plate, je vais la caler là. D'accord, dans la matrice. Voilà, dans la matrice. Bien la centrer. À l'époque, ils avaient plus d'expérience, hein, ils allaient bien plus vite hein, que moi. Ah non, non, mais... Hop. Donc là, ça vous fait la première face. Les deux, vu qu'il y a deux faces. Ah, mais les sur la deux sont matrice, faits en même temps. Voilà. Ah oui, Il y en a une là, effectivement. pile, D'accord. face. Enfin, je sais pas D'accord. quelle est les faces là. Mais... D'accord, et Voilà. c'était à l'origine la croix de... Là, je sais, la croix ici, je sais pas ce que c'était, le denier molgorien. Melgorien, D'accord. la croix, je sais, c'est pas une croix. C'est mon équipement. Donc, Attendez, mettez-la dans votre main, au soleil. Voilà, merci. D'accord, Je sais plus si c'est. d'accord, merci. D'accord, ok, merci. Donc c'était... Voilà, et puis là pour les angles, j'ai récupéré ma petite lime. Oui, c'était une enseigne, enfin l'emblème. Après, j'ai dit après. Comment? Il y avait des ateliers de monnaie, fabrication de monnaie. Les impôts, c'était autre chose. Voilà, je cherchais le terme. C'est un denier melgorien. Ils ont qui était dit écrit. un sol. Non, un sol, c'était plusieurs. Ah, ça se colle en bas, même pas. Elle a un problème la pièce. Ça fait 2 fois que ça se colle en bas. On tape un peu, ça sort. Non, ça sort pas. Ça fait 3 fois tout à l'heure, je sais pas s'il y a des trucs. On va la viler un peu la matrice. Ah, c'est un peu tout dedans, ouais. Tu récupéreras pas la monnaie de ta pièce. On a la vidéo quand même. Ah, ça me l'a fait tout à l'heure, mais. Pas un J'ai sens rien pour la j'ai mettre pas de pointe. Hein? Ouais, y a pas un sens pour la mettre.
petit chapeau de Robin des Bois, madame. J'en ai pris un. Oui. C'est vrai? Essayé. De côté. Il est de côté pour toi. Ah, il est joli. Oui. Pour moi, en plus. Ouais. Pour toi. Elle vous a pas pris une cape, hein? Non. Il en a acheté une cape. Ah, j'en ai une, ouais, cap. On a acheté à Venise. J'en ai une, oui. Ah, la madame, je vais filmer quelle est. Voilà. Quoi faire. Moi j'ai pris une coiffe, là-bas, une coiffe rouge et blanche. J'ai pris un truc pour mettre sur les cheveux, c'est pour... C'est que ma tête, elle est juste assez... Elle est nerfs, yo-yo. Ah, je viens. Hein. Pardon. C'est difficile. Voilà, avec 3 €, mais vous avez quand même pas mal de renseignements, oui. C'est lui qui a écrit le livre, oui. Mais il est par là, c'est de l'argent, mais c'est ridicule. Là, quand on te donne une obole, c'est vraiment qu'on te donne. Le peuple, il a pas de l'argent. Normalement, il y a... Noémie, mais elle arrive, elle montait juste les métiers à tisser. Ouais. Seigneurial en fait. Et donc c'est l'attente que le seigneur va emporter quand il part en voyage, donc ça peut être pour des raisons diplomatiques ou alors pour la guerre. On s'est considéré comme de la diplomatie en quelque sorte. Oui. Donc voilà, et donc du coup on va emporter le mobilier en fait du seigneur. Parce qu'il n'a son mobilier qu'en un exemplaire. Par exemple, le lit, c'est son lit. Voilà. Ah, d'accord. Donc, c'est son lit personnel qu'il a emmené partout. Voilà, c'est ça. D'accord. On peut avoir aussi, si on est assez riche, on peut avoir plusieurs demeures. Et donc, du coup, on va déplacer de demeure en demeure le mobilier. Donc voilà. Donc le lit, les coffres aussi pour ranger alors tout ce qui est vêtements, vaisselle, etc. Oui. Et après, effectivement, donc il y a de quoi. Ah, donc on a emmené ça aussi. Se faire sa toilette. Oh là là, oui. d'accord. Oui. Alors, je dirais même c'est le plus. Alors, non, pas vraiment, parce que il faut vraiment un lit pour dormir. Oui. Après, il faut aussi avoir de quoi recevoir. Donc, par exemple, on a une table. Pour voilà, si on a un scribe, s'il y a besoin de signer des traités ou de ce genre de choses. Oui. Il faut de quoi s'asseoir, peut-être pas forcément un trône, mais il faut quand même pouvoir recevoir en fait. Ah ben pour le seigneur, oui, c'était quand même voilà. Oui, mais là, primordial. C'est un contexte particulier, on est dans une tente seigneuriale. Après, il peut y avoir des tentes beaucoup plus pour des chevaliers ou qui sont beaucoup plus restreintes. Et là, par contre, le mobilier, ça va être limité à une paillasse et un coffre, quoi.
Ah d'accord, même le chevalier, il avait juste une paillasse et un coffre, en effet. Hein. Un chevalier n'est pas forcément riche. Oui, effectivement. Hein. Effectivement, on passe à plusieurs. Donc voilà. Donc là, c'est la salle de bain. Donc là, c'est voilà, la partie hygiène en fait. D'accord. Quand il fallait traîner tout ça, oh là là. Voilà. Parce qu'on se lave souvent en fait. Oui, oui. On se lave tous les jours. Ah, en effet. Hein. Alors, tous les jours, ça va être les ablutions. Donc une toilette de chat en fait. Voilà. Et après, quand même, assez fréquemment, on va prendre un bain. Il faut s'immerger. Oui, c'est vrai que ça ne devait pas être facile pour trouver de l'eau, ou alors des rivières, des choses comme ça. Ils devaient camper sur le bord des fleuves et des rivières. Hein. C'est ça. On cherche effectivement un point d'eau le plus proche, parce que après, même si on est dans un château, de toute façon, on n'a pas l'eau courante non plus. Donc l'eau, il faut aller la puiser ou aller la chercher quelque part. Bien, ben écoutez, je vous remercie pour toutes ces informations, et puis je vous dis à bientôt dans l'après-midi. Hein. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. À partir du moment où on a tondu l'animal, on y a retiré sa toison, on lui retire la toison 2 fois dans l'année. Oui. On le retire en automne et au printemps. Donc, oui, non, mais voilà. Et l'animal, avant qu'il soit tondu, est passé à la rivière pour pouvoir retirer toutes les saletés. Les impuretés. Les impuretés qu'il y a. Tout n'est pas retiré parce que les herbes et tout ça vont rester, mais au moins ça va retirer la boue, la terre, puis on va garder qu'une seule partie de la toison, celle qui aura été le moins souillée. Le reste, ça va servir pour faire des matelas, des rembourrages, des trucs comme ça, parce que c'est une laine qui va être moins facilement travaillée. Donc on la carde cette laine parce que elle est tout emmêlée, vous voyez, regardez là ça fait des nœuds, il y a des bourres, donc il faut la peigner pour pouvoir retirer tout ça et arriver à en faire une laine cardée, c'est-à-dire une laine qui a été peignée. C'est un peu comme la carde, je ne sais pas si vous savez, mais c'est une brosse. À l'heure actuelle, on s'en sert pour les animaux, aussi pour les chiens. Vous savez, c'est une grosse brosse. C'est ça. En fin de compte, il y en a 2 ensemble. Là, je ne les ai pas, les cardes. Une fois que la laine est cardée, on va la filer. Donc là, vous avez les chevaux. On va tirer la laine. Et on va faire tourner le fuseau. Alors, tout à la main. Tout est fait main. Oui, parce que comme j'expliquais tout à l'heure aux gens, c'est-à-dire que quand on se l'été, la saison, la belle saison, on est souvent dehors. On ne peut pas faire avec un meuble, on ne va pas le transporter à droite à gauche, ça va être pénible. On ne va pas pouvoir surveiller où aller au champ ou surveiller au passage. Alors que là, si vous marchez, que vous êtes en train de discuter ou même que vous vous déplacez, le filet, vous avez que ça à trimballer. Donc on peut surveiller les animaux tout en continuant à filer. D'accord. C'est cassé. Donc le filage, c'est on étire la laine et puis le fuseau la roule. Donc du coup ça fait une torsion qui fait qu'un seul fil. Une fois qu'on a fait un fil, vous voyez, vous savez, c'est fragile. Donc pour pouvoir arriver à avoir un fil de laine normal, du moins résistant, comme celui-ci, on fait 2 pelotes d'une seule laine et puis on va les retordre ensemble. C'est-à-dire que ça va vous faire un fil avec 2 fils dedans. Et là, déjà, ça va donner un peu plus de solidité à votre laine. Une fois qu'on a ça, on a la matière première pour pouvoir travailler, la transformer sur pas mal de choses. Alors on va partir sur le plus petit. On fait des lacets. C'est ce qu'on appelle des lucettes. C'est fait avec de laine. C'est pas dans ce sac-là. C'est dans celui-ci. Ok, là, je vais pas tout sortir. Voilà. On fait avec de laine. Et là, on fait les lassages. Ça sert, les lucettes, ça sert pour les lassages, pour accrocher les sacs, pour tenir les chausses, les braies. Tout le monde le fait. C'est pareil, c'est un petit tissage qui se fait en bougeant, en marchant, on est à droite, à gauche. C'est les 2 doigts.
Et là, D'accord, c'est un tricotage en fait à la main, il n'y avait pas d'aiguille. C'est ça. Voilà. Mais moins on a de matériel à transporter, plus ça va être facile à le faire. Parce que en bougeant, quand on est... c'est pareil, là, les enfants, tout le monde le fait. On va... Hop là, là j'ai cassé ma laine, c'est pas grave, je vais recommencer. Mais donc du coup, ça fait une corde. Oui. Là, vous avez une certaine souplesse, vous pouvez tirer, et c'est très résistant. L'avantage de ça, c'est que vous pouvez en faire des kilomètres, on le coupe n'importe où, ça ne s'effiloche pas, ça ne part pas, on l'utilise pour tenir les vêtements, pour tenir les choses, les braies, les chaussures, on l'utilise pour énormément de choses. Mais on ne peut pas l'utiliser pour les animaux, parce que là, on va les blesser, les animaux. Donc on va faire d'autres tissages. On a ce genre de tissage là qui va nous permettre d'avoir un petit galon qui va déjà être un petit peu plus épais, résistant. Alors on va plutôt appeler ça une sangle. Quand on utilise des laines différentes, ça va faire galon. On va plutôt appeler ça des sangles. Et puis après, donc là vous avez le système de tissage, un fil au-dessus, un fil au-dessous. Ça vous ouvre une trame. Vous passez votre fil. Hop là, je suis pas dans le bon sens. Voilà, vous changez la trame. Hop là. Et là, vous Elle passe avez... en haut, oui. Voilà, ça passe en haut. Et c'était le système de canette c'est le système de tissage qu'on a toujours à l'heure actuelle, tissage simple. Mais on a besoin de quelque chose de plus solide, de plus résistant. Donc pour pouvoir arriver à faire ce genre de choses, et vous allez voir au niveau de l'épaisseur et de la résistance, c'est beaucoup plus... Et là, oui, on va pouvoir remplacer le cuir, qui lui, s'il se casse, on va devoir tuer encore un animal pour récupérer du cuir, alors que l'animal vous donne de la laine 2 fois dans l'année. Donc vous pouvez, si vous avez si vous avez une sangle qui se casse, la renouveler. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, un animal vous est plus rentable vivant que mort. Et là, donc, on a le tissage à carte. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un fil en haut, un fil en bas comme celui-ci, là, vous en avez 2 en haut, 2 en bas. Et donc... C'était beaucoup plus résistant déjà. C'était beaucoup plus épais, beaucoup plus résistant, parce qu'à chaque fois que vous allez bouger vos cartes, je vous montre au ralenti, vous n'avez qu'un seul fil qui descend, qu'un seul fil qui monte. Voyez? Et donc, du coup, vous avez un tissage plus épais et plus résistant. Et là, pareil, si on a la couleur et qu'on peut mettre, on va faire des motifs, de jolis motifs. Sinon, ça reste du basique. On va faire nos sangles. Ça va pas avoir de couleur. La laine, on l'aura juste la base normale. Ça fait nos sangles. Pareil, on coupe, on fait un nœud et on a la longueur qu'on veut et l'utilité qu'on veut. Vous avez juste à tourner les cartes là pour... Juste tourner les cartes d'un quart de tour. Vous ouvrez la foule et on repasse une fois. Là, on passe donc la canette, le fil de... D'accord. Voilà. Et là, un quart de tour. Et voilà. Ça rouvre. Donc vous avez toujours un fil qui monte, un fil qui descend. Et là... Mais c'est celui d'après, c'est celui qui n'avait pas bougé la fois d'avant. Et donc vous ouvrez la foule et vous passez votre navette. Je ne suis pas dans le bon sens évidemment. Voilà. Et vous passez votre navette dans l'autre sens. Voilà. Alors là, sur des motifs, je vais faire 4 fois un quart dans un sens, 4 fois un quart dans l'autre, ce qui va me donner un losange. Un dessin, d'accord. Parce que je vais avoir décidé mon motif dans le montage. Voilà, suivant ce qui monte et ce qui descend. Voilà, alors là, c'est pas le fil de la navette qui va se voir, c'est le fil de la trame. Donc à partir du moment où je vais mettre de la couleur et des dessins, je vais le décider sur mon montage de fil de trame. Quelle est l'utilité d'un fil aussi résistant du coup? Une sangle aussi résistante. L'utilité, c'est de pouvoir s'en servir longtemps. C'est pour pouvoir s'en servir longtemps. Longtemps. Et sur beaucoup de choses, pour beaucoup de choses. Après, il y en a qui... on a retrouvé des vestiges de sacs où vous aviez plusieurs galons comme ça. Ça permettait d'avoir de la fantaisie au niveau de la couleur, au niveau des motifs.
Pour les nobles, venez nous chercher, venez commander des motifs, des dessins pour pouvoir agrémenter, orner leur tenue, pour pouvoir agrémenter leur tenue. Donc voilà, l'avantage au niveau du peuple, c'est que ça faisait des sangles très solides et dont l'utilité pouvait être au quotidien quand même très utile, sans avoir à tuer l'animal pour avoir du cuir. Et puis après, le seigneur pouvait venir commander ou du fil selon ses besoins ou des galons selon le savoir pour pouvoir orner ses vêtements, faire des ceintures pour les jeunes dames, des ceintures, accrocher tout ce qui... avoir toute l'utilité dont ils pouvaient imaginer quoi. Il y en a donc qui les cousaient, ils faisaient des sacs, des sacoches en cousant plusieurs galons. Plus vous allez mettre de cartes, plus votre galon va être épais, va être large, mais vous allez être quand même limité sur au moins vos mains. Vous n'allez pas mettre 120 plaques, vous allez les tourner très difficilement. Après, pour pouvoir passer dans la foule, ça va être compliqué. Donc en faisant le double de ça, ça peut être, donc ça fait un galon double de ça, et puis vous pouvez après les assembler ensemble et faire des... Merci pour toutes ces bonnes informations. À bientôt. Présenter notre atelier. Nous sommes, sur cet atelier, nous sommes normalement 3. Père Clément, le chanoine n'est pas là. Et voici frère Anselme, qui est un frère franciscain, qui n'est donc pas un prêtre, qui est un ordre séculier, voilà, un ordre mendiant, un ordre mineur. Et moi, je suis sœur Madeleine, je suis une cistercienne. Et voici mon habit. Vous êtes ici sur mon habit. Voilà. Alors, donc on est aux alentours de quelle année là? Alors nous on est 1207 on est. Ah d'accord. Voilà. Notre troupe c'est 13e siècle. On est 13e siècle. Bon, en fait 1207 pour notre troupe, bon après on s'adapte. C'est juste avant les croisades de Charlemagne, oui. Saint-Louis, voilà. Et c'est la croisade contre les Albigeois. Et c'est une période charnière dans notre région, c'est là où tout commence à basculer. Après il y a Philippe le Bel qui commence à... C'est une période de paix, de richesse, mais c'est une période charnière. Très intéressante. Voilà. Alors nous répartions, alors nous n'avons pas notre abbé, mais nous sommes des frères et sœurs, nous vivons dans des abbayes et nous dépendons directement du pape. Alors que notre prêtre, Père Clément, lui dépend de l'évêque. Ah oui, d'accord. L'évêque qui est nommé par le pouvoir politique à cette époque-là. Par le Seigneur. Voilà. Ah ça, oui, c'est intéressant. Une petite différence. Oui. Nous dépendons directement du pape. Et quand on nous donne des terres que nous exploitons, c'était les moines cisterciens. Oui, qui avaient beaucoup de domaines. Beaucoup développé l'agriculture. En fait, les cisterciens vivent par leurs propres fonds. C'est-à-dire, contrairement à Cluny où c'est des dons et on met souvent des jeunes bourgeois ou jeunes seigneurs, fils de seigneurs, à qui on donne une dot lorsqu'ils rentrent au couvent, enfin ou dans l'abbaye. Voilà, oui. En fait, les cisterciens, eux, décident de vivre en travaillant, par leur travail. Ils veulent revenir à des choses plus simples. Donc ils vont cultiver les terres qu'on leur donne et les optimiser. Et ils vont le faire très bien, tellement bien qu'en fait ils vont produire et ils vont commencer à vendre aux villes, à des marchands. Et c'est vraiment une époque où ils vont développer, ils ne vont pas créer de nouvelles techniques, mais ils vont développer des techniques, perfectionner des techniques agraires, développer de nouvelles races de chevaux pour cultiver, des nouvelles races de moutons pour la laine. Et en fait, les grandes abbayes françaises ou européennes, puisque Cluny et Cîteaux vont s'étendre dans toute l'Europe. Oui, c'est ancien, oui. En fait, ça va devenir des marchands. C'est deux ordres qui vont devenir très riches. Alors qu'à la base, ils voulaient être pauvres. La règle de Saint-Benoît, c'est quand même une certaine pauvreté. La règle de Saint-Benoît, pauvreté, obéissance. Voilà. Stabilité. Et petit à petit, ces ordres deviennent riches et petit à petit vont apparaître de nouveaux ordres
Et là, c'est des ordres qui vont apparaître plutôt dans les villes. Autant les cisterciens vivent un peu isolés, parce qu'ils ne font même pas l'aumône, parce que ça les distrait de leur prière. Ils se consacrent à la prière. Voilà. Alors dans les abbayes, il y a les moines qui se consacrent à la prière. Et il y a les frères convers qui, eux, travaillent, exploitent la terre. C'est des paysans qui sont intégrés à l'abbaye, mais qui ne sont pas tout à fait des moines. Ils ont un statut quand même un peu particulier. Voilà. Donc ils vont mettre... les cisterciens vont forger notre paysage, parce qu'ils vont cultiver de nouvelles terres, ils vont déboiser, mais ils exploitent aussi les mines, les moulins à vent, les moulins hydrauliques. Les moutons. Les moutons. Ils développent des races de moutons à laine ou à viande. Voilà. Et en fait, les grands marchands flamands ou anglais qui font de la laine et du drap, oui, se fournissent auprès des monastères, parce que s'ils veulent 1000 ou 2000 toisons d'un coup, il n'y a que les monastères qui peuvent les fournir. Voilà, oui, voilà, d'accord. Les monastères sont organisés entre eux. C'était un très grand commerce. Voilà. Donc, et ils vendent en fait les monastères petit à petit, les cisterciens vont vendre aux villes. Les villes vont se développer grâce aux cisterciens, parce qu'une ville, elle n'est pas autonome, il faut qu'il y ait des gens autour qui produisent. Donc il y a les paysans. Mais les moines vont... D'accord. Mais le seigneur prélevait pas, disons... Ah oui, les seigneurs, ils prélèvent leurs taxes partout. Comme partout. Tout le monde prélève sa taxe. C'était très important. Si un four à pain, c'est souvent le four seigneurial. Le seigneur prélève les taxes. Voilà. Ah, il faisait des dons à l'église quand même, alors. Oui, ben souvent les abbatiales, les monastères, c'est sur des terres qui ont été données par des seigneurs. D'accord. Souvent les seigneurs, s'ils partent à la croisade, ou s'ils ont fait des actes pour acheter leur peine, ils donnent des terres. Ah oui. Il y en a aussi qui, après une vie, décident de donner leur terre et leur puis de se consacrer à la prière. Dominique, qui a fondé l'ordre des frères prêcheurs, il allait demander au Seigneur, quand il avait réuni un certain nombre de gens qui voulaient faire prêtre ou sœurs, enfin, qui voulaient être avec lui, il allait demander au Seigneur qu'on lui donne une maison en ville, où il installait... oui, parce que petit à petit... Il installait ses champs, d'accord. Petit à petit, les villes se développent, et comme les villes se développent, l'église, elle s'adapte, c'est-à-dire on va créer des organismes, des communautés religieuses, mais qui vont vivre en ville. Alors, ce sont des couvents. Ce sont des couvents. Alors, il y a encore une clôture, c'est-à-dire un endroit où les gens peuvent s'isoler, mais ils vivent au milieu du monde. C'est-à-dire, mettons, en ville, il va y avoir... souvent, on s'occupe des mendiants et on crée des hôpitaux. Et ils se répartissent par quartier, les communautés religieuses se répartissent. Donc, on voit apparaître les cisterciens, les dominicains. Et on voit apparaître, par exemple, en 1198, un ordre fondé par Guy de Montpellier, qui s'appelle les Hospitaliers de l'Ordre du Saint-Esprit, et qui est vraiment axé sur l'aide aux gens, l'aide aux pauvres, le soutien à la population. Et ils sont vraiment sur le message du Christ de se consacrer aux autres. C'est donner à manger à celui qui a faim, à boire à celui qui a soif, vêtir celui qui est nu, accueillir l'étranger, racheter ceux qui sont faits prisonniers, enterrer les morts, soigner les blessés. Et ils ont créé, Innocent III a fait venir ce Guy de Montpellier à Rome, où il a fondé un hôpital qui est actuellement le grand hôpital de Rome. Ah, en effet, ah oui. Voilà, donc c'est un Montpellierin. Alors petit à petit, ce rôle de soigner les gens, tout ce qui est... pas en abbaye. Voilà. On commence à voir apparaître les premiers chirurgiens, c'est les Arabes qui nous amènent beaucoup de techniques sur la médecine. D'accord. D'ailleurs, le premier hôpital de Montpellier, où on voit encore les ruines, en fait, c'est des médecins arabes et juifs. En fait, quand les pèlerins arrivent, des fois, s'ils sont malades, on les met en quarantaine, mais on les soigne parce qu'ils sont... Et ça attire énormément d'élèves qui veulent venir apprendre. Donc, on crée la première université. Montpellier, c'est resté, voilà. Donc, les premières universités, en fait, c'est chez un particulier, il y a un maître qui enseigne, c'est pas vraiment une université. Oui, à l'époque, bien sûr. Il n'y avait pas de diplôme comme il existe maintenant. C'est un savoir oral qu'on se transmet, les premiers écrits, puisque la faculté de médecine a beaucoup de manuscrits encore. Elle est restée, c'est une des plus vieilles de France. Donc, voilà. Et ce rôle, par contre, petit à petit, on va évoluer vers la chirurgie. Alors là, l'Église, c'est pas son rôle. Elle va dire, nous, tout ce qui est... Oui, après, c'est de... C'est plus le rôle de l'Église. On accueille, on soigne, mais on... passer certains soins. On a un jardin d'herbes. Voilà. On a l'herbularie au monastère. Et oui. Et aussi dans les couvents. Donc,
on cultive ses propres herbes médicinales. Et on a un savoir, voilà, quand même plus étendu parce qu'on a accès aux livres de médecine qui sont Les pas moines à la ont un énorme avantage, qu'ils ont accès au savoir puisqu'on reproduit les manuscrits et on les étudie évidemment. C'est tout un savoir puisque les Grecs, eux, avaient déjà beaucoup de connaissances. Oui, donc bien ils sûr. récupèrent ces connaissances-là, ils les remettent en pratique, ils les développent. C'est écrit en grec, en latin, en arabe, voilà, tous ces écrits, Avicenne, Voilà, on redécouvre tous les grands médecins. Voilà, donc c'est vraiment une époque, la religion est au centre de tout. Hein. La religion, elle rythme la vie. Souvent, on demande aux gens comment les gens savaient l'heure. Bon, au soleil, bien sûr. Bien sûr. Mais aux cloches de l'église, les cloches de l'église. Oui, qui annonçaient. Cadence. Alors les moines, autant les gens vivent à l'heure solaire, autant les moines, eux, ne vivent pas à l'heure solaire. Ils ont un rythme particulier, c'est-à-dire dans les monastères, on se lève à des heures régulières. Parce qu'au Moyen-Âge, en fait, on dit la journée fait 24 heures, mais en fait, l'hiver, elle fait 24 heures. Enfin, on travaille tant que le jour est là. Oui, voilà. C'est-à-dire, la durée du jour, elle fait toujours 12 heures. On travaille mieux l'été, que l'hiver. Voilà, ouais. Mais bien sûr, à l'époque, c'était le soleil. Alors que les moines, leur vie est très réglée, c'est-à-dire ils se lèvent pour faire la prière. La prière, oui. Donc c'est eux qui vont développer les premières techniques pour un peu mieux mesurer le temps. Ils se lèvent la nuit. Et donc eux, par contre, c'est très régulier. Donc ils développent des techniques pour... ça leur coûte très cher d'ailleurs, parce que comme ils se lèvent la nuit, il leur faut des moyens d'éclairage. Donc dans les budgets des abbayes, le budget d'éclairage est très cher. Il faut des cierges, il faut des... Ah oui, c'est vrai qu'on ne pense pas à ça, il n'y a pas d'électricité, oui. Alors normalement on ne travaille pas la nuit, mais l'hiver, si on reproduit des manuscrits, ça prend beaucoup de temps, donc il y a sûrement des moments où c'est éclairé à la lanterne, à la bougie, ou voilà, pour reproduire. Normalement, il est interdit de travailler la nuit. De là vient l'expression travailler au noir. Ah oui, d'accord. Non, on travaille la religion, en fait, on travaille la nuit parce qu'on risque de mettre le feu aussi. Ils ont peur. Ah oui, avec les cierges et tout. Et c'est vrai que les incendies, à l'époque, c'était dramatique. C'était dramatique. Complètement. Donc oui, l'église, on travaille 200 jours par an à peu près. Entre les fêtes religieuses, les trêves, en fait, un peu comme maintenant. Hein. Voilà. Voilà. Donc, ben écoutez, je vous remercie pour toutes ces informations historiques. Hein. Merci, à bientôt. Avec plaisir. À bientôt. Oui, mais voilà. Donc ce matin, comme d'habitude, il ne va pas y avoir énormément de monde. Donc on n'a pas prévu de scénette, simplement à un moment, quand il commencera à y avoir un petit peu de monde, histoire que les gens qui sont venus que le matin aient quelque chose à nous se mettre sous la dent, il faudra organiser des petits entraînements entre hommes d'armes et vous pouvez en profiter pour dégager une sauce. Ouais, non mais je cherchais Baptiste. Profitez-en pour des... L'arme classique, l'épée. Au 1er siècle, l'épée la plus courante, l'épée à une main. Voilà. On pourrait se dire que c'est une arme plutôt lourde. Les gens disent généralement 2 ou 3 kilos. En fait, on est plutôt autour de 1 kg, 1 kg 500. Et pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus facile à manier. Sur le champ de bataille, on a intérêt à être beaucoup plus rapide que l'adversaire pour pouvoir trancher et estoquer. Très bien. Donc là, c'était une épée à une main ou 2 mains ? Une main. À une main, d'accord. On peut le manier à une main. D'accord, parfait. On avait effectivement d'autres épées. Très tranchantes, bien sûr. Ah oui. Et elle pouvait percer quand même une cotte de maille ? Non, à ce niveau, peut-être pas. Certains tests ont été réalisés, alors ça dépend. Il y a encore ces sujets à débat. Hein. Oui. Sur une cotte de maille, les coups de tranche, la cotte de maille va permettre de les parer. Oui. Par contre, les coups d'estoc, effectivement, sur certaines lances, certaines flèches, là par contre, la cotte de maille ne va pas toujours protéger le chevalier. D'accord, il avait quand même une bonne protection alors à ce niveau-là. Voilà. Hein. 10-15 kilos de maille, c'est que ça protégeait quand même de beaucoup de... Bien sûr, d'accord. La plupart des coups de taille. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre ? Alors les masses, effectivement. Alors, si la tranche, la pique ne marche pas, on va passer au choc. Ouais. C'est-à-dire que
on va broyer la chair qui est derrière la protection, derrière le casque ou derrière la maille. On va infliger un choc. Un coup violent, oui. Un coup violent sur la protection et on va briser la chair qui est derrière la protection. C'était donc des coups qui étaient donnés au niveau épaule ou derrière la tête alors finalement? Là où c'était possible de taper. Là où c'était possible, ah d'accord. Idéalement on visait la tête puisqu'on avait incapacité l'adversaire immédiatement. D'accord. Bon, il y avait le bouclier pour se protéger, mais bon, le coup devait être assez rude quoi. Hein. Ah ouais, d'accord. Merci. Ensuite, il y a des beaux casques là aussi. Donc c'était plus pour des chevaliers ou des hommes en armes? Ces casques-là, oui. Oui, d'accord. On a commencé justement à partir du XIIIe siècle à ajouter une protection du visage. Oui. La plupart des casques, ils étaient comme ça. D'accord. La tête, protéger la cervelle. Oui. Cervelle ou cervelière. Ouais. Simple protection de la cervelle. Et on rajoutait éventuellement un nasal. Oui, pour le nez, surtout. Ça fait mal. Des chevaliers jusqu'à une certaine époque. Après, on a commencé à protéger le visage. Oui, là, il y avait déjà une bonne protection. Hein. Voilà, là, c'est le casque de base, c'est la cervelière faciale. On a rajouté une protection pour le visage. D'accord. Voilà. Et là c'était lourd ça? Combien ça pèse à peu près ça? On est sur 2 kilos à peu près. Ah quand même. Ah oui, ah oui. Ah, les pauvres dessous, hein. Au bout d'une heure, ça devait pas être facile, hein, je pense. Le chevalier est sportif, donc il est habitué à porter son équipement. Ah oui, oui. Et surtout, il ne va pas porter son casque directement comme ça sur la tête. D'accord, ah oui. Un choc. D'accord, oui. Métal, là vous rentrez. D'accord. Donc, vous portez une espèce de petite cagoule rembourrée, qu'on appelle un cal. D'accord. Qui va encaisser les chocs. En effet. C'est ça qui va encaisser les chocs derrière le métal. Généralement, après, ce qu'on rajoutait, c'est un camail, donc une protection de tête, une espèce de cagoule de maille. D'accord. Qui protège la tête, le cou et les épaules. Ah oui. Et ensuite seulement, on va venir... Le casque par-dessus. Voilà, rajouter. D'accord, c'était bien... Et là, déjà, là, on est au moins sur 5-6 kilos déjà. Oui, mais il y avait quand même une bonne protection quand même, là aussi. C'est le but. C'est vrai que vis-à-vis des lances qu'il y a, il fallait déjà être vraiment courageux pour affronter les gens armés comme ça. Hein. Oui, alors l'homme d'armes avec moins de protection que le chevalier avec sa petite lance a effectivement assez peu de chance face au cavalier. Parce que le chevalier déjà il est tout en armure, il est protégé, il a son casque, son camail, sa maille, et en plus de ça il faut imaginer qu'il a une lance, mais sur son cheval, elle a une lance, oui. Allez, il va rajouter 1 mètre 50 de plus. D'accord. Forcément il va vous charger dessus, oui. En plus, il va vous atteindre avant que vous puissiez lui porter un coup. Ah oui. Voilà. Alors, si vous n'avez pas une lance suffisamment longue, c'était fait, c'était mort. Ouais. Mais c'est vrai qu'avec la puissance, l'élan que les chevaux avaient, ça devait transpercer. Il va y avoir une puissance pas possible. Hein. Pour vous donner une petite idée, ils ont fait quelques simulations. Alors, avec la force de la charge, le poids du cheval et le poids du cavalier, vous aviez à peu près une force de 1 tonne qui vous arrivait dessus. Oh punaise, d'accord. Donc, c'était... oui, voilà. C'était fait là. Il fallait être pareil. Donc il fallait avoir le cœur bien accroché pour affronter un chevalier. Généralement, vous ne verriez pas très mal. Après, il y avait des parades. Hein. Il y a eu des lances qui se sont allongées. Justement, on avait des formations des roues de piquets qui étaient en rang comme ceci et qui étaient suffisamment disciplinés. Ne bougeaient pas malgré la charge qui leur arrivait dessus. Et avec leur lance côté, si des chevaliers se plantaient dessus, quoi. Ils perdaient leurs chevaux. D'accord. C'était un moyen possible de résister à une charge d'un cheval. Ah oui, mais hyper intéressant. Les paysans déjà, c'est
Il y a des armes qui ont été reprises de l'époque romaine. L'époque romaine, alors les épées ont évolué petit à petit. On est passé du glaive à des épées qui sont allongées, petit à petit, qui sont effilées, et on est arrivé au XIIIe siècle à des épées comme ceci. J'ai vu une reconstitution à Nîmes le 5 mai dernier, là, franchement, les armes de Sparte avec des lances, c'est pas gigantesque. Ah, les saris, les armes des hoplites. Différents types de légionnaires, vous avez des armes quand même assez évoluées par rapport au Moyen-Âge. Mais écoutez, je vous remercie de nous avoir si bien informés. Avec plaisir. À bientôt alors pour les combats cet après-midi. À bientôt pour les scénettes cet après-midi. Merci. Robert. C'est ça quand on est en état. Il n'y a pas vraiment d'horaire de combat. C'est peut-être pas mal que tu te mettes face à moi. C'est lourd? Tu dois avoir chaud là-dessous. Elle est très bien la mienne. C'est un fauchon. Mais non, elle a été allégée là. Généralement pour les armes. Parce que j'ai un cochon, c'est pas pareil. Oui, Oh. Découvert. Oh, le shérif, il est fort. Oh là, oh. C'est bon. Tu l'as vu, hein? C'est fatigant, c'est comme ça. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bravo. T'imagines quand il fait les combats pendant 10 heures à 10 heures. C'est le plaisir. Oui, là, allez, voilà. Tu enlèves le petit et tu prends que le... On va le laisser se battre et puis on ira. Allez, protège la tête. La tête. Très bien. Regarde, tu vas venir. C'est là. Hop, regarde. Reviens. Aïe. Tu réessayes? Allez. Tu t'attaques à la tête. On protège, dans le sens. Voilà. On pousse. Hop, et on revient. Viens menacer, regarde. Tu vais mettre les pieds là, tu menaces. Là, t'as gagné. D'accord? On commence? Allez, viens bien me menacer à la fin. Hein. J'attaque, hop, pousse, et tu viens me menacer, Voilà, bravo, très bien. Deux mains, tu la gardes comme ça. Voilà, comme ça. Très bien. C'est fait. Très bien. Très bien. On commence. Ouais. Bien comme ça. Voilà. Plus haut, sinon le petit tête. Et là, regarde, comme tu es là. Tu vas pousser là avec les mains. Pousse par là. Et là, tu peux venir. Tu peux me masser. T'as compris ou pas? Tu réessayes tout seul? Allez, t'attaques. La tête, on protège. Non, tu protèges pas. Elle est pas partie? Maman, elle est pas partie? Celle-là, c'est l'aventure que j'utilise le plus maintenant. Les gens, c'est ce qu'ils veulent, en fait, Ça change pour le français. Mais c'est surtout que c'est français.
Bonjour. Je me sens épié. Ah là, oui. C'est diablerie cette machine là. Arrêtez ça. Là, dans le temps, il n'y avait pas ça. Hein. Ah non, 13e siècle, il n'y avait pas ça du tout. Avec une lady à côté, là. Hein. Ouais, c'est une terreur. Wow. C'est la terreur. C'est la terreur. On n'a pas assez tendu pour que ça rentre. C'est elle la chef. Bonne visée. Oh, le détail du casque, magnifique. À la fin des soirées. Derrière, on Ça a... résiste parce qu'on prend des coups. Hein. On a la basilique derrière. Voilà. Beau modèle. Et la rubalise derrière, ça joue pas un peu. C'est dommage. Allez. Là, vous prenez le temps de viser, mais pas très longtemps, pas vu une seconde. Hein. En plus, c'était cuit. C'était dans un petit rond. Ça va, mon joyeux compagnon? Rémi, c'est fort. Ce qu'on devrait faire, moi je vais vous le dire, ce qu'on devrait faire, c'est... Mais voici notre prince, acclamez-le! Silence! Silence, pouilleux! Voleur de shérif! Lamentable! Alors c'est... Ah, peuple de Nottingham! C'est en effet un événement important, car j'ai décidé de doter d'un fief ce shérif que vous aimez tant, le shérif de Nottingham. Shérif de Nottingham, viens! Viens, shérif! Il l'a bien mérité! Remerciez-le! S'il vous plaît, remerciez-le! Il l'a bien mérité, car il a apporté l'ordre dans la région. Il a aussi fait en sorte que les impôts soient versés régulièrement. Mais aussi, et ça c'est important, il a redonné au peuple confiance en moi, son prince. La preuve, il n'y a plus les manifestations de mécontentement qu'il y avait avant. Laisse-toi, chérie. Es-tu prêt à accepter la responsabilité d'un fief? Oui, mon prince. Très bien. Qu'il est laid, qu'il est laid. Nous allons donc procéder à cette cérémonie. Que tous s'agenouillent. À genoux. À la nuit, non. Rébellion. Je refuse de m'agenouiller devant ce tyran qui ne fait qu'oppresser le peuple. Et bien, être remercié pour ça, c'est Robin de Bois qu'on devrait honorer. Oui. À quoi le shérif? Il suffit. Ce traître ne mérite pas un duel. Tout ce qu'il mérite, ce sont les geôles. Allez, épargne-moi ça. C'est quoi les Voilà. Il est où maintenant? Il est où ce Robin dont tu vantais tant les mérites? Il est là, Robin. Ce brave homme ne faisait que dire la vérité. Alors relâchez-le. Tu plaisantes, j'espère. Non seulement nous n'allons pas le relâcher, mais tu vas pas tarder à le suivre au jaune. Garde, équipez-moi. Allez, Robin.
Tu as prouvé ta vaillance, tu as prouvé ton honneur. Nul besoin de plus de cérémonie. Tiens, voici le titre de cérémonie de ton fief. Quand t'as ces deux brigands, ces deux traîtres, ils vont terminer leur vie dans les cachots. Allez, emmenez-les, les shérifs. Je le salue de manière à ce que ton peuple te reconnaisse pour le héros que tu es. Voilà. Garde en place pour le salut. C'est bon, je vais le garder celui-là. Honneur aux armes! Honneur aux armes! Respect au maître! Respect au maître! Et mort! Le contrôle, c'est pas des radis piégés? Brave peuple, sachez Je goûte un peu. que dans ma grande générosité, Jeanne a allé offrir quelques radis à ces brigands. Vous voyez à quel point je suis généreux. Allez, va. Allez à vos occupations, monseigneur. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Je ne m'occupe pas de ces détails. Non, tout à fait, monseigneur. Ils sont bien un petit peu pourris, ces radis. Oui, tout à fait, regardez, ils sont tous pas beaux. Oui, très bien, très bien. Le pauvre, il est prisonnier. Oh là là, il y a des gardes. On va pas pouvoir entrer, gentes dames. Il ne faut pas nous laisser entrer, les gardes, gentes dames. Laissez-nous rentrer. On va voir Robin, laissez-nous rentrer. J'amène quelques radis pour Robin sous les ordres de Monseigneur. Laissez-nous rentrer. C'est sous les ordres de Monseigneur. Oui, c'est les ordres de Monseigneur, je suis témoin. Il est bon, notre... Oh là là, oui, je suis témoin. Laissez-nous rentrer, garde. Laissez-nous rentrer, on n'est pas à l'armée. On n'est pas armé, garde. Moustachu, son moustachu. On n'est pas armé. Robin, on est là. Robin. Robin, vous savez là, Robin. Il est là, Robin. Il est parti. Robin, ça va, Robin. Il est là, Robin. Oui, j'apporte quelques radis, mais je il est où, Robin? Il est là. Robin. Oh, Qu'est-ce que tu me veux, la gueuse, là? Qu'est-ce que c'est que ces radis, là? C'est Monseigneur qui a dit que j'avais le droit de donner quelques radis à Robin. Si Monseigneur a dit, alors? C'est bien, ouais. Regardez, prenez quelques radis. Prenez des radis, oui, prenez des radis. Oh, ah oui, voilà. Sauvez-nous. Julia, laisse-les passer. Shérif! Les prisonniers sont évadés! Shérif! Les prisonniers sont évadés! Mais comment vous avez fait d'être incapable pour les laisser s'échapper? Ah oui. Je ne veux pas le savoir! Vous partez les retrouver! Qu'est-ce qui se passe? Allez, on va serrer un petit peu parce que là, vous êtes trop dispersés. Il faut faire un bloc. Allez, dans un premier temps, on va les impressionner. À 3, on va crier tous ensemble, ok? 1, 2, 3. Ça, c'était impressionnant. Ouais, visiblement, ils n'ont pas été impressionnés, il faut le faire plus fort. 1. D'accord? Quand c'est pas sur le côté, ok? Allez, 1,
de Nottingham. Ce village shérif, grâce aux enfants. Les parents, vous pouvez les applaudir très fort. Bravo! Félicitations les enfants, vous pouvez rejoindre vos parents maintenant. Elle souhaite préparer le goûter. Elle a vraiment à cœur le bien du peuple. Que dire voir petite Jeanne comme shérif de Nottingham. Tu vois, je connais. Oui, mais c'est pas possible. Mais si c'est une bonne idée, ils l'ont dit. Tu vas diriger le salut. Et après, on ira fêter ça. Oui. S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. Je me suis, inquiétez pas.